En 1981, Bernard quitte la France pour s'installer aux États-Unis, principalement parce qu'il a été déçu par les résultats de l'élection présidentielle française. Cette décision va bientôt changer le cours de sa vie. Lors de son premier voyage aux États-Unis, Bernard s'est rendu à New York, a pris un taxi à l'aéroport de Kennedy et a discuté avec le chauffeur de taxi, qui ne se doutait pas que le manque insignifiant de cet homme d'affaires français serait à l'origine du plus grand groupe de produits de luxe de l'histoire. Lorsque le chauffeur de taxi a dit à Bernard qu'il aimait la France, Bernard lui a demandé ce qu'il savait de la France. S'il savait qui était le président français à l'époque. Le chauffeur de taxi a répondu « Je ne sais pas qui est le président français, mais je connais Christian Dior ». Cela a éveillé l'intérêt pour Bernard pour la mode et le luxe et a changé à jamais son intérêt pour le monde industriel. Bernard a commencé à chercher et a trouvé un joyau sous-évalué, Dior. Après la mort de son fondateur Christian Dior, en 1957, la maison de couture a eu du mal à se maintenir. Elle est moins connue pour avoir révolutionné la mode féminine des années 1940 que pour avoir produit des vêtements conservateurs que les Françaises pouvaient porter pour aller déjeuner. Bernard connaissait déjà la marque, car sa mère était une fan inconditionnelle. À l'époque, Dior appartenait à l'entreprise textile Boussac, qui était au bord de la faillite, et Bernard a pu le racheter en 1984. Bernard licencie 9000 personnes en 2 ans, ce qui lui vaut le surnom de Terminator. Il a vendu ensuite la quasi-totalité des actifs, n'en gardait que quelques-uns, mais surtout celui qui l'intéressait, Dior. Après avoir racheté la société, Bernard engage le premier styliste italien de l'entreprise. Il a également nommé le styliste britannique John Galliano à la tête de Christian Dior. Cela lui a valu de nombreuses critiques de la part des créateurs français qui n'étaient pas satisfaits de ces changements. Bernard répond à ses détracteurs que le talent n'a pas de nationalité. 2 ans plus tard, la société est à nouveau rentable. Après avoir constitué le potentiel des produits de luxe, Bernard a eu l'idée de créer un groupe de marques de luxe. En 1984, il s'associe à Alain Chevalier, PDG de Moët & Nessie, et à Henri Lacamy, président de Louis Vuitton, pour former la désormais légendaire LVMH. Bernard commence alors à augmenter agressivement sa participation de la société, achetant parfois des actions d'une valeur de 600 millions d'euros par semaine. Cette stratégie fait de lui le premier actionnaire de la société. 1 an plus tard, en 1988, il possédait alors 36% de la société. L'année suivante, Bernard, âgé de 39 ans, est devenu président-directeur général de la société et a augmenté sa participation à 43,5%. Qu'a fait Bernard pour être franchement élu PDG de LVMH? Bien sûr, il a fait du shopping, pas pour des vêtements, pour des voitures ou des maisons, mais pour des entreprises. Il a commencé à acheter littéralement tout ce qu'il pouvait, faisant ainsi croître son empire. Voici les acquisitions les plus remarquables. Celine en 1996, Sephora en 1997, Tagore en 1999, Gucci en 1999. C'est à cette époque qu'il est devenu la personne la plus riche du secteur de la mode, dépassant Armencio Ortega de Zara, Fendi en 2001, Bulgari en 2011, Tiffany & Co en 2020. Pour la somme astronomique de 15,8 milliards d'euros. Il s'agit également de l'acquisition la plus importante à ce jour. On dit que Bernard a souvent utilisé des méthodes et des tactiques prédatrices pour obtenir les entreprises qu'il voulait. L'exemple la plus célèbre est la tentative de prise de contrôle d'Hermès, une controverse qui s'est étalée sur plus de 14 ans. En 2001, LVMH a acquis une participation initiale de 4,9% dans Hermès par l'intermédiaire de filiales et a continué à accumuler des parts de son rival parisien en achetant secrètement des dérivés d'actions par le biais d'intermédiaires financiers et de filiales. Chacune d'entre elles maintient sa participation au-dessous de 5%. En octobre 2010, LVMH a annoncé avoir acquis une participation cumulée de 14,2%. En décembre 2011, LVMH a annoncé qu'elle avait porté sa participation dans Hermès à 22,6%, avec 16% de droits de vote à partir de 2013. Hermès a déposé une plainte contre LVMH pour avoir secrètement augmenté sa participation dans Hermès. Hermès a déposé une plainte contre LVMH pour avoir augmenté secrètement sa participation dans Hermès. En réponse, LVMH a déposé une plainte contre Hermès pour chantage, diffamation et concurrence déloyale. À la suite d'une enquête menée par les autorités françaises de surveillance des services financiers, qui a révélé que LVMH a secrètement acheté des actions de son rival Hermès afin de prendre une participation dans la maison de design emblématique et non pas simplement pour réaliser un investissement financier comme LVMH l'a prétendu. À la suite d'une intervention de tribunal français, LVMH a annoncé qu'il distribuait sa participation de 23% dans Hermès
et ses actionnaires s'est engagé à ne plus acheter d'actions Hermès au cours des 5 prochaines années. En outre, LVMH a été condamné à une amende de 13,2 millions de dollars pour n'avoir pas divulgué les informations relatives à l'augmentation de la participation de Hermès. Les actions de LVMH dans Hermès ont été entièrement distribuées, de sorte que LVMH ne détient plus d'actions d'Hermès. Après cet incident, un membre du clan Hermès l'a qualifié de loup en cachemire pour la façon prédatrice dont il a tenté de prendre le contrôle de leur entreprise. Aujourd'hui, LVMH possède plus de 75 marques. Comment Bernard est-il devenu soudainement la personne la plus riche du monde? Pendant de très nombreuses années, Bernard a figuré tout en haut de la liste des milliardaires. Il est même devenu l'homme le plus riche à quelques reprises. Mais ce n'était que pour une très courte période. Cependant, comme il n'était pas brillant, tape à l'œil et actif sur les médias sociaux comme beaucoup d'autres milliardaires, la plupart des gens n'ont probablement jamais entendu parler de lui. Cependant, en 2022, Bernard avait une valeur nette de 220 milliards de dollars, a dépassé Elon Musk pour devenir la personne la plus riche du monde. Il détient toujours ce titre aujourd'hui. Ce qui est fou, c'est que 2 ans auparavant, en 2020, sa valeur nette était de 76 milliards de dollars, soit un tiers de ce qu'elle était en 2022. Comment cela est-il possible? 2 facteurs principaux ont rendu possible l'obtention de la première place. Le premier est la pandémie. Les gens restaient chez eux, ne pouvaient pas dépenser leur argent ailleurs qu'en ligne, et cela inclut les achats de produits de luxe. En 2021, les ventes de LVMH ont augmenté de 16%. Par rapport au niveau antérieur à la pandémie. Cela s'est évidemment traduit par une augmentation du prix des actions de LVMH et de la valeur nette de Bernard. Mais cela ne suffit pas à faire de lui la personne la plus riche du monde, puisque Elon Musk valait plus de 300 milliards en 2021. Puis, en 2022, les valeurs technologiques ont été décimées, perdant 30% en moyenne. Cela n'a pas directement enrichi Bernard, mais l'a aidé à revendiquer le titre de l'homme le plus riche du monde. Par exemple, Tesla et Meta ont tous deux perdu 70% de leur valeur par rapport à leur sommet historique de 2021. Bien que les valeurs technologiques se redressent, Bernard conserve son titre. Quand on est le roi du luxe, il faut vivre comme tel. Et c'est bien le cas de Bernard. Il possède une île d'une valeur de 35 millions de dollars aux Bahamas. Une propriété privée et exclusive accessible uniquement sur invitation. Il possède également une imposante demeure de style de château à bord de l'eau, à Saint-Tropez, ainsi que jet privé d'une valeur de 40 millions de dollars qu'il a vendu il y a quelques mois seulement, après que les internautes ont commencé à le localiser sur Twitter. Le résultat, c'est que personne ne peut voir où je vais quand j'utilise des avions privés, a déclaré Bernard. Il est également un collectionneur d'art passionné, possédant des œuvres d'artistes tels que Damien Hirst, Pablo Picasso et Andy Warhol. Et sans compter les œuvres d'art de sa galerie à Paris. C'est vraiment le roi du. Qu'en pensez-vous? Cette richesse est-elle méritée? Discutons-en dans les commentaires. Bonne journée et à bientôt les amis.